Pour plusieurs raisons, j'ai défendu YouTube et remis en cause notre façon de le consommer. J'ai adopté une opposition face aux vidéos et aux opinions d'autres youtubeurs, et j'ai voulu croire que tout allait s'arranger. Mais c'était sans considérer la stratégie de grands groupes médiatiques visant les intérêts économiques et idéologiques. Il est indéniable que les médias traditionnels s'attaquent aux youtubeurs dans l'optique de les décrédibiliser, les déstabiliser et de faire fuir les annonceurs, le but étant de démonétiser petit à petit les médias alternatifs. La plupart des youtubeurs d'ailleurs ne se rendent pas compte que les sociétés qui boycottent Google depuis les polémiques ne sont pas si influençables et crédules que ça. Chacun admettra qu'on a voulu nous faire croire que les publicitaires désertaient la plateforme pour éviter d'associer leurs produits à des contenus malveillants, sauf qu'en dépit d'un avertissement qu'auraient pu exprimer ces fameux annonceurs à Google dans l'intérêt de leur collaboration, ils ont préféré surfer sur l'image représentée par les médias traditionnels dans le but de fragiliser l'existence même de YouTube. Tout le monde a ses motivations pour s'orienter vers des plateformes conventionnelles. Prenons l'exemple de Verizon et AT&T. Ce sont les deux plus gros annonceurs aux États-Unis avec près de 3,5 milliards de dollars investis chaque année en publicité, et tous deux ont coupé court à leur rapport avec YouTube, mettant ainsi Google en situation de crise. Et en regardant de plus près, on peut comprendre pourquoi la rupture a pu être lucrative, et il se trouve que Verizon a racheté très récemment Yahoo pour plusieurs milliards, ayant pour objectif de concurrencer Netflix, Facebook et Google, et en se penchant sur le cas d'AT&T, on peut observer que le groupe possède, entre autres, Time Warner. Time Warner, c'est le troisième plus grand groupe de production télévisuelle et cinématographique au monde en termes de chiffre d'affaires. Ils sont les propriétaires d'HBO, DC Comics et également, et c'est là où ça devient intéressant, la chaîne d'information CNN. Ces deux grands groupes sont donc avant tout des entreprises de divertissement et leur économie se base au travers des médias traditionnels, ceux qui sont les plus touchés par la concurrence que représente YouTube en termes d'activité. On notera d'ailleurs que CNN était un des nombreux à décrier les activités malsaines sur YouTube, et savoir qu'un annonceur qui investit autant dans sa communication sur YouTube était en train de se tirer une balle dans le pied remet en considération les motivations délibérées d'une telle polémique. Définancer Google, rediriger les annonceurs sur les sources de divertissement représentées comme sûres, puisque n'étant pas sujettes à polémique, et démotiver les créateurs indépendants faisant concurrence au marché de masse. Voilà quel était le plan. Rendre Google abject pour rediriger les flux des quelques 250 annonceurs boycottant Google vers leur propre service. Google est fragilisé, YouTube ne sait pas comment réagir pour redorer son image, et c'est à cet instant précis que j'ai commencé à m'intéresser de plus près à leur nouvelle communication. YouTube est associé depuis longtemps à un endroit de libre-échange où chacun est libre de poster l'information qu'il veut, quand il le veut. Mais la décentralisation d'un flot d'informations et l'extrême vivacité d'Internet permet une large diffusion de sujets délicats et d'idées controversées. Alors pour remédier aux éventuelles futures dérives extrémistes, YouTube a mis en place de nouvelles conditions de l'utilisation du site. On y lit une forme de condescendance visant à réduire l'individu au stade de consommateur. On ne nous fait plus confiance quant à notre responsabilité d'interpréter, rechercher et véhiculer des faits ou des idéologies. Et à travers de ce texte, on sent l'expression d'un besoin de stériliser l'information. Mais ce qui est le plus alarmant, c'est la façon dont ces conditions sont rédigées, ce qu'elles impliquent et la façon dont elles sont appliquées. Nos contenus sont maintenant revus par des experts. Ces mêmes experts décideront de ce qui reste ou ce qui pose problème sur le site. Ils sont un peu plus de 15 à l'heure actuelle, dans lesquels on peut compter le mouvement contre la haine, une campagne du Conseil de l'Europe dirigée par des bureaucrates non élus qui promouvoient la haine de la haine en ligne, ce qui est un concept intéressant, et l'Anti-Defamation League qui ont déclaré notamment que Pepe the Frog était un symbole nazi. Le contenu sera également analysé par des algorithmes comme le précise Google dans ses documents. Je cite: « Nous avons récemment commencé à développer et à mettre en œuvre une technologie d'apprentissage en machine de pointe conçue pour aider à identifier et éliminer l'extrémisme violent et le contenu lié au terrorisme de manière évolutive. Nous avons commencé à déployer ces outils et nous voyons déjà des progrès positifs. » En combinaison de ces experts et de ces algorithmes magiques, YouTube prend la décision de mettre en place un purgatoire pour les vidéos reportées en masse. Encore une fois, je vous lis un extrait. « Nous allons bientôt appliquer un traitement plus sévère aux vidéos qui ne sont pas illégales, mais qui ont été signalées par les utilisateurs comme des violations potentielles de nos politiques en matière de discours de haine et d'extrémisme violent. Si nous constatons que ces vidéos ne violent pas nos politiques mais contiennent des contenus religieux ou suprémacistes controversés, ils seront placés dans un état limité. Les vidéos resteront sur YouTube derrière un voile, ne seront pas recommandées, ne seront pas monétisées et ne comporteront pas les caractéristiques clés, y compris les commentaires, les vidéos suggérées et les likes. Cette déclaration porte atteinte à la liberté d'expression et à la neutralité du net. Si un contenu offense une majorité, peu importe qu'il soit illégal et qu'il respecte les conditions d'utilisation, il sera blacklisté. Le problème, c'est que la parole qui doit être défendue est le plus souvent une parole controversée, décriée et fragile. On tend vers une uniformisation des idées et une culture de la censure bien pensante. Je ne défends pas YouTube pour ça. Je défends la promotion de contenu en marge. Je défends mes propres intérêts en fait. Et je défends l'opinion à contre-courant. Mais au fond, plus une société dérive de la vérité, plus elle va détester ceux qui la prêchent.